À la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, une révolution technologique bouleverse l'histoire monétaire mondiale. En 1784, James Watt met au point la machine à vapeur. En 1805, l'Anglais Matthew Boulton adapte l'invention pour fabriquer des monnaies. Et en France, Tonnelier améliore la machine et la vente à la Monnaie de Paris en 1833. On passe alors de 30 pièces à 900 pièces à la minute. La monnaie est désormais devenue un produit industriel. L'apparition de la vapeur, ça remet complètement en cause les types de fabrication monétaire. Premier type, frappe à la main. Deuxième type, à partir du XVIIe siècle, la frappe au balancier, qui était mécanique, mais qui était quand même en grande partie humain, puisqu'il fallait quand même une traction humaine. À partir de la vapeur, cette force peut devenir complètement automatisée. La grande révolution en termes d'efficacité et de rapidité interviendra qu'au milieu et dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec l'arrivée de la force à vapeur pour faire fonctionner ces balanciers et remplacer la force humaine. Les premiers à frapper des monnaies avec des machines à vapeur sont les Britanniques, avec Matthew Boulton qui frappe ses premières monnaies. Et ensuite, cette technique, évidemment, va être adoptée par tous les hôtels des monnaies. Ça s'appelle une presse monétaire à ce moment-là. Et donc, qui vont être mus par la vapeur. Donc, ça veut dire grande capacité de cadence et également de faire des pièces qui sont beaucoup plus homogènes que quand on avait des techniques qui étaient quand même plus rustiques. Il existait beaucoup d'hôtels des monnaies en France. À partir du moment où on va pouvoir produire de très très grosses quantités monétaires à l'atelier de la Monnaie de Paris, on n'aura plus besoin d'avoir ces ateliers de Bordeaux, de Strasbourg, etc., puisqu'on n'a plus besoin d'être à proximité, la proximité maintenant étant le fait de prendre le train ou de prendre le bateau. Les grandes découvertes successives de nouveaux gisements métalliques révolutionnent complètement l'utilisation de la monnaie. On pense effectivement à l'Afrique du Sud, à l'Australie, à la Californie. Donc tous ces pionniers qui partent vont ensuite aller s'installer, essayer de faire fortune sur place. Bon, beaucoup y laisseront évidemment la vie. Ces nouveaux gisements ont apporté une quantité d'or supérieure à tout ce qui avait été découvert jusque-là. Ainsi, lors des 9 premières années d'exploitation des gisements californiens, on produit autant d'or que pendant tout le XVIIIe siècle. L'or se banalise. Signe de cette abondance sans précédent, la pièce de 5 francs, d'abord en argent, est frappée en or. Une pièce de 5 francs diffusée au début du siècle dans toute l'Europe lors des conquêtes napoléoniennes et qui va être à l'origine de la première uniformisation monétaire européenne. Cette grosse pièce de 5 francs va être la pièce du XIXe siècle. Cette grosse pièce de 5 francs va être diffusée avec l'Empire et parce que ce sont des conquérants qui imposent leur nouveau système, et notamment le franc et le centime, eh bien, dans ces États, même le conquérant parti, puisqu'on se sera habitué à une nouvelle façon de compter, on va créer des pièces de 5 en Italie, lire, et en Espagne, où on a la pesette de 5 pesetas. Cette uniformisation se fait à la fois par le type des pièces. Effectivement, les pièces, maintenant, sont toutes rondes. Elles portent pratiquement toujours soit un symbole du pays, soit le portrait d'un souverain. Les valeurs faciales sont très souvent les mêmes. Et ce qui va amener, sous Napoléon III, à ce qu'on appelle l'Union latine. Le fait d'avoir des monnayages très proches permet d'aboutir à l'Union latine de la seconde moitié du XIXe siècle. Puisque les monnaies sont proches en titres, en poids, en système de compte, puisque cette proximité permet des échanges aisés, faciles, simples, accélérés, pourquoi ne pas créer une union qui assure la stabilité de cette monnaie? Puisque la 5 lire italienne ressemble parfaitement à la 5 francs française, pourquoi ne pas entériner et noter dans un traité que celles-ci ne bougeront pas, se ressembleront toujours et pourront circuler sans difficulté d'un État à l'autre. L'Union latine, c'est l'euro avant l'euro, c'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais à Paris, vous pouviez payer avec une des 5 monnaies qui composaient initialement l'Union latine, c'est-à-dire des monnaies belges, des monnaies italiennes, des monnaies suisses, des monnaies françaises. Toutes ces monnaies pouvaient être utilisées uniformément parce qu'elles avaient toutes les mêmes caractéristiques. Ça a duré fictivement jusqu'en 1920, parce qu'en fait, ça s'est arrêté avec la guerre de 14.
Ce système a eu tellement de succès qu'il s'est étendu très largement, ensuite vers l'Espagne, vers la Roumanie, et beaucoup de pays du monde ont adopté exactement le même système. La monnaie de Paris, par exemple, a frappé des monnaies pour beaucoup d'États de l'Amérique du Sud. C'était important aussi d'avoir cette capacité de fabrication, cette capacité de gravure qui était quand même un symbole français. Et donc, il y a eu énormément de pays qui ont fait appel à la monnaie de Paris pour fabriquer leur propre monnaie.